Résumé de l'épisode précédent. Nous ne percevons pas que d'un point de vue économique, nous sommes européens. Moi, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais visiblement, c'est pas forcément le cas. Bon, je m'explique. C'est notre premier partenaire économique. C'est notre, oui, d'un point de vue économique, 70% que nous faisons, c'est avec l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le khobz ibadallah rah m'a hadou nas, machi ma chi had khor. C'est une évidence. C'est clair. Je me suis intéressé à deux points qui sont très intéressants. Bon, nous, on fait 70% de ce que l'on fait, on le fait avec l'Europe. Alors, je suis allé voir en Europe, les pays européens qui font 70% de leur activité avec les autres pays européens. Ça, c'est des gens qui sont en Europe. Ben, on fait partie du peloton de tête. C'est-à-dire que nous sommes aussi intégrés que les plus intégrés des pays européens au sein de l'Europe. Okay. Ça c'est la première chose. La seconde chose, je suis allé voir quel était le pourcentage de la population des pays européens qui vivaient dans les autres pays d'Europe. Bien. Et ben, là encore, le Maroc, surtout depuis que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, parce qu'avant, il y avait beaucoup de Polonais qui vivaient en Grande-Bretagne. Et là, le Maroc fait aussi partie du peloton de tête. Donc, le Maroc, économiquement, attention, je ne suis pas en train de dire autre chose, je parle d'économie. Économiquement, le Maroc est un pays européen. Voilà. Et il faut que ça se dise et que ça se sache. Pourquoi? Pour que l'on se pense, que l'on se conçoive ainsi. Parce que ce n'est qu'ainsi que l'on pourra exploiter totalement les opportunités et de développement économique avec cette zone, dont je rappelle, est la plus prospère du monde, encore pour un certain temps, le temps que les Chinois finissent le sprint final dans lequel ils sont avec les autres grandes zones économiques. Donc, là aussi, il y a un gros travail à faire pour que l'on parle, d'ailleurs vous-même vous êtes journaliste, vous savez aussi bien que moi qu'on parle très peu d'Europe. Voilà, regardez même de façon anecdotique, ça aussi c'est quelque chose sur lequel je m'étais penché, c'est des discours des chefs de gouvernement quand ils demandaient la confiance, le vote de confiance à la Chambre. Dans les discours, ils présentaient la politique générale du gouvernement qu'ils proposaient pour voter la confiance. Écoutez, la plupart du temps, vous aviez 4 pages sur le Moyen-Orient, ce qui est une excellente chose. Là n'est pas le propos et je m'en félicite. Mais sur l'Europe, il y a quoi? Il y a 3 phrases quand on parle d'Europe. Donc voilà. Et ça, c'est une contradiction qui a peut-être un rapport avec notre identité et la complexité de notre identité que vous évoquiez tout à l'heure. Revenons à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre. Oui. On parle de débouchés, de marché. Oui. Et puis avec le problème du réchauffement climatique, oui. Il sera de plus en plus question de l'empreinte carbone et de normes qui tiennent compte de cette empreinte carbone. À votre avis, jusqu'à quel point est-ce qu'on s'est engagé et qu'est-ce que nous devons faire de plus pour pouvoir développer une production avec des émissions de gaz à effet de serre les plus réduites possibles et pouvoir non seulement garder les marchés que nous avons déjà, peut-être même en conquérir d'autres? Bien, alors là aussi, je conclus. Ce dont je parle avec l'Europe, c'est un formidable gisement de croissance, là aussi. Donc tout ça, je ramène. Mais contre l'emploi des jeunes. Bon, alors, là, vous me parlez de réchauffement climatique. Je vous en remercie parce que là aussi, c'est un sujet, je trouve. Même au niveau des exportations, dont on parle. On sera confronté à ça. Vous voyez ça sur plan purement c'est bien, économique. c'est pertinent, et malheureusement, c'est plus grave que ça.
C'est un des aspects, je vous l'accorde complètement, mais là on est parfaitement outillé pour ça, on a tous les atouts qu'il faut, les politiques qui sont menées sont pertinentes, les décideurs sont conscients, on fait des choses remarquables. Et ça va coûter cher de réadapter notre production. Il y a des tas de choses, mais tout ceci, nous avons tout ce qu'il faut pour ça, et nous avons en plus des longueurs d'avance sur tout le monde, parce que nous sommes dans une politique de transition énergétique parfaitement maîtrisée. Effectivement, dans notre mix énergétique, les énergies renouvelables représentent une part croissante. Oui, mais écoutez, honnêtement, c'est pas franchement ce qui fait problème. Ce qui fait problème, par contre, c'est quelque chose que nous savons depuis 30 ans pertinemment, et là aussi dont on ne parle pas. C'est que le réchauffement climatique qui est en cours va, et a déjà commencé de toutes les façons, mais va nous toucher de plein fouet avec des conséquences qui sont autrement plus dramatiques que celles que vous évoquiez et qui sont les emballages et l'empreinte carbone des exportations. Ah ben nous avons déjà le problème de la sécheresse, et ça c'est dû au réchauffement climatique. Mais justement, mais ce ne sont que les balbutiements de ce qui va arriver. Alors, évidemment, on peut estimer que les experts du GIEC et autres spécialistes du réchauffement climatique sont des oiseaux de mauvais augure, chose que j'espère profondément, mais il faut quand même prêter attention à ce que ces messieurs racontent, d'autant que ce qu'ils ont prédit depuis 30 ans, c'est parfaitement réalisé. Alors, moi, j'aimerais attirer l'attention aussi sur une chose, parce qu'il y a une exploitation statistique au Maroc qui est faite, qui souvent est un petit peu biaisée. Par exemple, on nous dit que depuis un certain temps, que la population citadine dépasse maintenant la population rurale. Ce qui est tout à fait vrai. Okay. Sauf que, donc c'est assez rassurant, on se dit, bon, bah, les gens maintenant vivent en ville, bon, c'est population urbanisée. Voilà, bon, le monde rural. Meilleur accès aux services publics. Mais le problème, ce qu'on omet de nous dire, et qui est extrêmement important, c'est que pendant ce temps-là, la population, elle, n'a cessé de croître. Et aujourd'hui, dans cette ère géographique qui est celle du Maroc, jamais, depuis que Sapiens Sapiens a foulé le sol de cette contrée, jamais cette contrée n'a été aussi peuplée. C'est-à-dire que le monde rural au Maroc aujourd'hui n'a jamais connu autant d'habitants. Il est peuplé d'environ 15 millions d'habitants. Donc on peut imaginer l'impact sur les ressources de toute cette population à un moment où le stress hydrique va devenir de plus en plus grave, de plus en plus fort. Ça, c'est le problème du réchauffement climatique. Et ça, ce sont des choses... Alors maintenant, on commence un petit peu à en parler parce que la Banque mondiale, il y a 3 mois, a dit « Oui, c'est un problème et on doit s'attendre dans les 10 prochaines années à avoir une migration d'environ 10, voire même 20% de la population rurale vers les villes. » Et je crois que c'est un peu plus que 10 ans. Je crois qu'ils ont parlé d'une vingtaine d'années, je ne sais plus. Moi, à en croire... Chassé par la chasseresse, quoi. Ben, forcément. Il n'y a plus d'eau. Donc les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils restent faire à la campagne, ça ne va plus être possible. Moi, je pense que si j'en crois ce que je lis sur le sujet, ça va être un peu plus que 20%. Hein. Ça peut peut-être même atteindre 50% dans un laps de temps assez court. Or, toutes ces choses dont on a parlé depuis tout à l'heure, hein, que ce soit l'emploi des jeunes, c'est 800 000 personnes tous les ans, que ce soit le déficit du commerce extérieur, c'est tous les ans qu'on doit financer la moitié de nos importations, tous les ans nous perdons des opportunités de développement économique vis-à-vis de l'Europe. Et là, tout ça, ça demande des actions immédiates. Je peux vous dire que si on doit nous apprêter à recevoir dans les villes 5, 6, 7 millions d'habitants d'ici les 20 prochaines années, hein, mais ça a commencé, c'est un flux continu, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas dans 20 ans on va avoir 5 millions d'habitants qui vont débarquer, non, c'est quelque chose de continu. Ce sont des choses
qui requiert des décisions et des actions qui sont immédiates. Ok ? Alors moi, ce qui me... On s'y prépare dès maintenant pour pouvoir être... il faut le faire maintenant. Alors moi, ce qui me chagrine par rapport à tous ces sujets que nous avons évoqués depuis tout à l'heure, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés à la hauteur de leur importance, qui est une importance qui, vous l'avez bien vu, qui est cruciale. C'est crucial pour certains, l'emploi des jeunes, le réchauffement climatique, les exportations, tout ça c'est crucial pour nos présents et pour nos devenirs et celui de nos enfants. Alors, ça ne veut pas dire, attention, toutes les autres questions qui sont au moins aussi importantes, si ce n'est encore plus importantes, de couverture sociale, de développement humain, d'éducation, de santé, tout ça, c'est pris à bras-le-corps, c'est compris, c'est géré, c'est en pleine évolution, et tout le monde le sait et tout le monde en parle. Donc, moi, je vous remercie de m'avoir posé des questions sur des sujets, justement, dont on ne parle pas, mais qui sont pourtant fondamentaux. Donc, en matière de changement climatique, on a parlé des conséquences, celles qu'on subit continuellement. Mis à part le fait qu'on puisse exporter ou pas, l'essentiel, c'est quelles en seront les conséquences et comment nous y préparer. Nous avons déjà un grave déficit hydrique. Oui. Dans le sens où nous sommes à moins de 1000 mètres cubes par personne et par an, et que les choses ne font que s'aggraver. Et ça n'ira qu'en s'aggravant plus. Vous avez parlé des conséquences démographiques de ce changement climatique. C'est que nous aurons un déplacement des populations du monde rural vers les centres urbains. Plus encore, ce sont vers les centres urbains situés sur la côte atlantique. À votre avis, tout ce mouvement de population, avec tout ce que cela entend au niveau social, économique, culturel, comment devons-nous nous y préparer? Comment s'y prendre? D'abord, quelle vision devons-nous avoir de cette chose et comment devons-nous nous y préparer? Bien, alors, comme vous l'avez dit si bien, j'ai juste parlé un petit peu des déplacements de population auxquels il fallait s'attendre. Maintenant, ce dont il faut être conscient, c'est que cette histoire de changement climatique et les adaptations qu'il va falloir mettre en œuvre sont une véritable chance et un véritable gisement de croissance énorme pour notre pays. Bon, déjà, on a évoqué les infrastructures qu'il fallait mettre en œuvre pour accueillir tous ces flux de population qui vont effectivement se retrouver dans les villes. On va dire. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'il faut aborder, auxquels il va falloir prêter attention. Le premier, c'est que la production agricole et l'élevage ne vont plus pouvoir se faire tels que nous les avons connus. Alors, il s'est passé dernièrement une chose assez extraordinaire, c'est la station de dessalement d'eau d'Agadir, qui, lorsque la seconde phase sera terminée, sera, je pense, la plus grosse station de dessalement d'eau du monde. En tout cas, l'une des plus importantes. Cela veut dire quoi? Et l'eau dessalée par cette station est suffisamment compétitive pour irriguer plus de 15 000 hectares, je crois. Ce qui veut dire clairement quoi, c'est qu'aujourd'hui, nous avons toute l'énergie renouvelable que nous souhaitons. Nous avons des gisements qui sont sans fin. Nous sommes bordés par 2000 km ou plus de 2000 km de côte. 3600 km. Ou 2600 km. Nous avons un savoir-faire agricole sans pareil. Hein, et nous avons des terres arables tout le long de la côte. Donc, on peut parfaitement imaginer des stations de dessalement qui s'égrènent tout le long de la côte
pour irriguer sur une bande d'une longueur de, je sais pas, je dis 50, plus de 50 km de large, tout au long de la côte, et qui permettrait de maintenir la production agricole et puis le savoir-faire de ces populations dans leur métier. C'est, je pense, quelque chose auquel on ne va pas pouvoir vraiment échapper. D'ailleurs, quand on voit ce que fait l'Espagne aujourd'hui dans sa zone méditerranéenne côtière, là où ils produisent tout le maraîchage européen, évidemment, ça fait belle lurette que leur nappe phréatique est complètement asséchée et ils dessalent de l'eau de mer pour produire le maraîchage qui est exporté sur l'ensemble de l'Union européenne. Je crois que le dessalement de l'eau de mer, c'est quelque chose auquel on ne pourra pas échapper. Non, le Maroc est allé jusqu'à la limite de ce qu'il peut faire en matière de rétention des eaux de pluie. On ne peut pas aller au-delà. Absolument, je pense que la politique hydrique du Maroc, de la gestion de la chose hydrique au Maroc est exemplaire, elle a été pionnière. Ce qui a été fait est remarquable, il faut le souligner, il faut le dire. On a un savoir-faire qui est franchement qui est une source de fierté. Mais l'eau ne se décrète pas. Au mieux, elle se dessale. Elle se dessale, et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'elle peut se transporter. Elle peut se transporter assez loin et à des coûts, somme toute, assez raisonnables. Si j'en prends pour exemple la ville de Las Vegas, qui connaît un stress hydrique du fait du changement climatique, un stress hydrique qui est majeur, puisque le Rio Grande, je crois, est quasi asséché. Ils n'ont pas hésité à faire venir vers ce temple de la consommation de l'eau par un aqueduc qui fait plus de 1000 km à des prix qui sont concevables. C'est à des prix compétitifs. Oui, c'est concevable, c'est quelque chose d'abordable. Je pense que c'est des choses que l'on peut parfaitement concevoir. Or là, il ne s'agit pas de milliers de kilomètres. Si vous dessalez de l'eau de mer avec le vent à Souera et que vous l'envoyez à Marrakech ou dans le Haouz, ça fait quoi? Ça fait 200 kilomètres. On n'est pas à 1000 kilomètres. À vol d'oiseau, on parle de centaines de kilomètres. Donc ce sont des choses qui sont concevables. Tout ça pour vous dire que le changement climatique est un formidable gisement de croissance. Mais encore faut-il en parler. Et là encore... Non, mais là, vous m'étonnez, parce que jusqu'à présent, tous les articles que je lis, oui, lorsqu'on parle du changement climatique, on parle essentiellement de ce que ça va nous coûter. Oui. Il faut réadapter la production, il faut se doter de nouvelles infrastructures, peut-être même qu'il faudrait élever nos habitations. Et là, vous en parlez, vous, comme étant un gisement. Tout ça, c'est de la croissance, tout ça, c'est de l'activité. Vous savez, il y a des choses, alors on n'en parle pas, on ferait mieux d'en parler, parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas des choses qu'elles ne vont pas arriver. Par exemple, les Pays-Bas, ça fait déjà un certain temps qu'ils sont en train de relever les digues des polders. Oui, parce que à cause de l'élévation du niveau des océans. À cause, oui, mais je ne sais pas si vous avez prêté attention à l'altitude du centre-ville de Casablanca. Non, franchement non. À l'altitude de Kénitra. Non plus. À l'altitude de la majeure partie des villes du royaume qui sont sur le littoral. Mais ça va, je veux dire, le centre-ville de Casablanca va être les pieds dans l'eau. Alors, il faudrait peut-être qu'on en parle et qu'on essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire et comment le faire. Ce serait catastrophique, c'est une grande ville industrielle. Ah, mais c'est le principal pôle, c'est le pôle économique du pays. La moitié de ce qui se fait au Maroc se fait à Casa, pratiquement. Donc, il y a des études à ce sujet, vous avez lu quelque chose sur ça? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne saurais... Est-ce qu'on fait de la recherche à ce sujet? En tout cas, s'il y a des choses, on n'en parle pas.
Et je pense qu'il est urgent d'en parler parce que ce sont des décisions qu'il faut prendre maintenant. On ne va pas attendre jusqu'à ce qu'on ait les pieds dans l'eau. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. Je n'ai pas du tout l'impression, par exemple, que l'ANP, l'Agence nationale des ports, qui pourtant continue d'attribuer des grands marchés pour agrandir des ports, pour faire de nouveaux ports, ce qui est sa vocation, et c'est très bien. Mais j'ai pas du tout l'impression qu'ils aient mis l'élévation des océans dans les paramètres de leurs appels d'offres. Je me trompe peut-être, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai pas eu d'écho à ce sujet. J'aimerais bien, je serais très curieux de savoir. Tout ça pour vous dire, parce que depuis que l'on parle tout à l'heure, en fait, tous les sujets dont nous parlons, on en parle. Pourquoi on en parle? On en parle aujourd'hui parce que personne n'en parle, ou en tout cas, on parle très peu. Oui, il s'agit de sensibiliser l'opinion publique à ce qui constitue véritablement des problèmes à résoudre. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on ne parle pas de ces choses-là. Ce sont des choses qui sont absolument fondamentales. Et ça, je pense qu'il faut apprendre à mieux regarder, à mieux nous voir, à mieux nous percevoir, à mieux percevoir à mieux nous percevoir. C'est ça qui met en valeur, qui peut mettre en valeur et qui fait apparaître des problèmes dans toute leur acuité. Hein. Écoutez, en matière d'environnement, j'ai l'impression qu'on n'y pense pas du tout. En matière de traitement des eaux usées, ce qu'on fait, c'est pas qu'on ne fait rien, mais ce qu'on fait, c'est trop peu. En matière de traitement des déchets solides, là encore, ce qu'on fait, c'est trop peu. En matière de forestation, peut-être que le département des eaux et forêts fait des efforts, mais ça ne se voit pas. Et franchement, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on fait en matière d'environnement. Mis à part en parler, mis à part tenir des conférences, de beaux discours, concrètement, qu'est-ce qui se fait? Certes, je pense qu'en matière d'environnement, il y a d'énormes problèmes. Il y a d'énormes problèmes. Qui vont se traduire en termes de problèmes de santé, c'est clair, c'est très très grave. D'ailleurs, il y a un effondrement de la biodiversité. Il y a l'état des forêts est vraiment très très inquiétant. Elles sont pillées, elles sont mal entretenues. Oui, indépendamment de ça, il y a aussi le stress hydrique. Donc franchement, tout ceci est effectivement extrêmement inquiétant. Maintenant, les problèmes d'environnement, souvent, sont les problèmes de riches, parce que ça requiert beaucoup de moyens pour des résultats qui sont généralement à moyen et long terme et dont on ne mesure pas concrètement et immédiatement les bienfaits, et surtout au niveau de l'individu consommateur, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une civilisation où la consommation est la valeur suprême. L'environnement, à moins qu'on en arrive à des extrêmes, c'est très difficile d'arriver à mobiliser les ressources et de mobiliser les bonnes volontés et les changements d'habitudes de consommation. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ici, il y a quelque chose d'éminemment symbolique à ce niveau-là. En matière, d'ailleurs, ça recoupe à peu près tout. Hein. Les rêves de la jeunesse dont nous avons parlé, les déficits de la balance commerciale, le fait que nous sommes dans le mimétisme des modes de vie occidentaux, et en matière de réchauffement climatique. Si vous prenez tout ça et que vous ramenez ça à cette course effrénée à qui aura la plus grosse berline d'importation et la plus luxueuse, nous nageons en pleine contradiction à tous les niveaux, hein, parce que ces berlines sont les plus polluantes possibles, donc on en revient au problème d'environnement. Elles coûtent le plus cher possible, elles sont produites ailleurs. Ce sont les problèmes de balance commerciale. Les jeunes ne rêvent que d'avoir des grosses cylindrées et d'imiter les modes de vie occidentaux en consommant des produits étrangers. Donc, voilà, vous me parlez d'environnement. Les problèmes d'environnement sont très graves, c'est vrai.
ça requiert une mobilisation de moyens qui est importante et qui sont souvent pas rentables. Et donc, ça explique ce que vous dénonciez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on ne fasse pas grand-chose. Maintenant, il est clair qu'il y a toujours des choses à faire et qu'on peut faire des choses. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes de gouvernance. Vous me parlez, on peut remettre les choses, on peut mettre les choses à plat. Vous me parlez d'épuration d'eau. Ouais, des eaux usées. Absolument. Nous avons de très gros gisements à ce sujet. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, je parlais avec des sociétés spécialisées dans justement l'épuration d'eau d'un pays qui manque cruellement d'eau, c'est Israël. Et ils s'arrachaient les cheveux en voyant la situation au Maroc, en disant « mais enfin, vous avez des tonnes de ressources que vous envoyez à la mer comme ça, c'est complètement stupide ». C'était il y a 25 ans. On y est toujours. Hein. Bon, là, il y a un nouveau plan, j'ai vu que le gouvernement, depuis 2 mois, a énoncé des objectifs qui me semblent tout à fait ambitieux et c'est très réconfortant. Vous me parlez de reforestation. Là aussi, c'est un sujet sur lequel j'ai été amené à me pencher. Le problème, c'est que qui parle de reforestation parle aussi de déforestation sauvage. Oh ouais. Et là, on tombe sur des problèmes de gouvernance, parce que la plupart des forêts sont des forêts qui sont livrées aux communes, qui sont gérées par les communes. Et pillées par des mafias. Donc c'est très 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 compliqué d'envisager des politiques de reforestation privées rentables si vous n'arrivez pas à protéger votre ressource et votre patrimoine. S'il est pillé ou s'il est potentiellement pillable, vous n'arriverez jamais à mobiliser des investisseurs ou des moyens pour ça. Hein. Vous m'avez parlé de quoi aussi, parce que ce ne sont pas les sujets qui manquent. Les décharges. Ouais, oui, les déchets. Alors là aussi, il y a un gros problème de gouvernance au niveau des collectivités locales, parce que, je vous dise, toutes les méthodes de gestion de ces décharges publiques et la valorisation des décharges sont archi connues, je veux dire, et c'est rentable. L'économie circulaire. Même pas. L'économie, ça c'est une cerise sur le gâteau. L'économie circulaire, de toutes les façons, elle est à la limite naturelle, parce que quand vous mettez votre poubelle dans la rue, il y a 5 chiffonniers qui passent, chacun étant spécialisé dans le recyclage d'un produit. Donc, je veux dire... L'informel fait tout au Maroc, même le traitement des déchets. L'économie circulaire et le traitement des déchets valorisables, justement, comme il y a une lacune, eh ben, ça a été pris en main par l'informel. Et visiblement, ça fonctionne. Donc voilà. Oui, il y a les problèmes d'environnement sont des problèmes sérieux. Ce sont des choses que l'on voit, dont on peut être témoin, et de voir qu'il y a véritablement un effondrement de la flore et de la faune. D'accord, mais franchement, oui. vous avez parlé tout à l'heure de oui. cette élite qui d'une part, tient de jolis discours sur l'économie verte, sur leur volonté de lutter pour un meilleur environnement. Mais parallèlement, ils n'ont pas envie de faire d'efforts, ils n'ont pas envie de consommer différemment, ils n'ont pas envie de consommer moins, ils n'ont pas envie de consentir des sacrifices financiers pour que ça aille mieux. Oui, mais vous savez... À votre avis, comment va-t-on y arriver ? C'est pas quelque chose qui est propre au Maroc. Vous savez, le Maroc est un pays désespérément normal. Je vais vous étonner, mais c'est la vérité. Je veux dire, regardez les taux de participation aux élections. Ils sont semblables à ceux de toutes les grandes démocraties. On me parlait des consommateurs, mais les consommateurs marocains, je veux dire, c'est les mêmes voitures de luxe allemandes que vous verrez à Pékin, à Lahore, à Rabat ou à Montevideo. C'est mondial. C'est la civilisation contemporaine. Alors, d'où l'importance, justement,
de tous ces problèmes d'environnement qui, de toute façon, ne peuvent être gérés que de façon globale, c'est-à-dire au niveau de la planète. Et là, j'aimerais en revenir un petit peu à ce qui est fait au Maroc, parce que, certes, on a parlé beaucoup d'environnement. Mais c'est un sujet qui est très important. Oui, mais bien sûr que c'est très important. Si ça devient toxique, ça ne sert à quoi d'être riche. Et de réchauffement climatique. Mais là, justement, le Maroc, là encore, est dual. Hein, il est dual. Pourquoi? Parce que dans sa lutte contre les gaz à effet de serre, le Maroc a été pionnier et il est exemplaire. Il est souvent cité en exemple. Hein, il est parmi les tout premiers du classement, etc., etc. C'est remarquable, c'est extraordinaire. Mais ça, il participe, ce faisant, à l'effort global. Hein, c'est une réponse à la problématique globale du réchauffement climatique. Ouais. Okay. De toute manière, ça ne peut être traité que de manière globale. Maintenant, quand on voit concrètement au niveau local, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre l'exemplarité d'un côté et puis les lacunes de l'autre. Parce qu'au niveau local, ça fonctionne peut-être pas aussi bien. Notre électricité est principalement produite par du charbon. Les réglementations visant à favoriser l'autoproduction en énergie renouvelable peinent beaucoup à sortir parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu et qui ne lâchent pas le morceau. Il y a du lobbying, il y a des choses comme ça. Bon. Donc, ça leur sert à quoi? Si demain, le Maroc devient... Il n'y a pas une goutte d'eau à boire, que l'atmosphère est toxique, ça me sert à quoi d'avoir des lingots d'or? Non, mais le Maroc, il y aura toujours de l'eau à boire. Le Maroc est très bien géré de ce point de vue-là. Les gens sont conscients et les choses se construisent. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on souhaiterait qu'elle se construise peut-être plus rapidement sur certains points. Sur le plan, à bas échelle, sur le plan local. C'est ce qui compte d'ailleurs le plus, hein. Oui, c'est la réalité. Certes, mais vous savez, quand vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, la transition énergétique est en marche, elle est bien en marche, et elle se fait de façon très rationnelle et souvent de façon pionnière. Voilà, ça il faut le dire. Maintenant, on peut... Alors après, ce sont des débats. Hein. Est-ce qu'il faut que ça se fasse de façon centralisée ou de façon décentralisée? Alors vous, peut-être... Qui gère le quotidien? Ce sont les collectivités locales, jusqu'à présent, en matière d'électricité, c'était pas de façon locale, c'était l'ONE et ce sont les régies. C'est bien ce dont il s'agit, ce sont ces gens-là. Alors, est-ce que ça doit continuer à être centralisé ou est-ce qu'il faut que ce soit décentralisé, c'est-à-dire que chaque maison ait ses panneaux sur le toit et qu'il envoie ses surplus d'énergie dans le réseau? Ce sont des questions de méthode, hein. C'est des questions de politique énergétique. C'est un débat, il n'est pas encore tranché. Il a du mal, on voit que ça a du mal à aboutir. C'est normal, c'est un arbitrage entre différents intérêts, ça se fait jamais de façon facile, ça se fait toujours dans la douleur. Donc voilà. Hein. Maintenant, je ne sais pas, mais si... Voilà, ce que je peux dire, il faut absolument mieux nous regarder. Je ne sais pas s'il faut changer de miroir, ou s'il faut changer de lunettes, ou s'il faut se rapprocher du miroir. Mais il faut mieux nous regarder pour mieux comprendre la portée et l'ampleur des défis qui nous attendent. Ces défis étant de formidables aventures qui nous attendent. Non, mais depuis tout à l'heure, à chaque fois que je vous pose une question, globalement, il y a un fil conducteur dans toutes vos réponses. Oui. Concernant l'emploi des jeunes, nous ne sommes pas conscients de l'importance de l'informel, nous ne savons pas, nous n'arrivons pas à estimer sa juste valeur. Question exportation, nous ne sommes pas tout à fait conscients de tous les potentiels dont nous disposons et comment nous pouvons mieux l'exploiter. Nous ne sommes pas très conscients de l'importance de notre position géographique par rapport à l'Europe, qui est notre principal partenaire.
Et nous ne sommes pas non plus conscients sur le plan de réchauffement climatique. Enfin, pas conscients, j'entends qu'au niveau des dirigeants, il y a une prise de conscience, il y a des décisions qui sont prises. Mais au niveau de la population, des dirigeants, au niveau local, à tous ces niveaux, j'ai l'impression que tout est à faire. Hein. Écoutez... Et c'est j'aimerais bien que vous puissiez conclure sur... Écoutez, ce que je vous dis, il y a un effort de communication sur ces sujets-là. Parce que les autres sujets sont vraiment bien très bien couverts. L'enseignement, ils sont la couverts, santé, tout le monde en ils sont parle. couverts, Okay. il n'y a rien à dire. Mais cela, franchement, il y a un déficit. Et il y a un déficit qui est préoccupant, clairement. Clairement. Et alors ça c'est une chose. Et il est préoccupant et en plus c'est dommage. Et c'est dommage pourquoi ? C'est ce que j'étais en train de dire. Alors, si on ne prend pas conscience, on va vers le mur. Hein. J'exagère. Je veux dire, c'est pas qu'on n'en est pas conscient, on n'en parle pas, ça n'occupe pas le devant de la scène, alors que ce sont des sujets qui devraient être centraux. Bien sûr qu'on le sait, évidemment qu'on sait qu'on est à 10 km de l'Europe, évidemment qu'on sait que l'Europe est un formidable marché, mais le problème c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour. Bon. Alors pourquoi la question, pourquoi on ne dit pas mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux? C'est ça le problème. Ouais. C'est pas pour ça qu'on va aller dans le mur, mais on pourrait faire tellement mieux, avec des choses qui sont franchement pas compliqué, c'est assez simple. Hein, c'est assez simple. Et tout ça est porteur de croissance. Et ça, c'est si j'avais quelque chose, et c'est quelque chose à dire, c'est que tout ce dont nous avons parlé, ce sont de formidables chantiers, ce sont des chantiers extraordinaires pour nous et pour les générations futures. C'est un monde à construire. Et avec du travail pour tout le monde, avec de la prospérité pour tout le monde, avec du bien-être pour tout le monde. Mais encore, faut-il que nous percevions différemment pour pouvoir agir en fonction de ces nouvelles situations, de ces nouveaux défis qui nous sont portés, au même titre que nous avons réagi et nous avons agi en fonction des défis auxquels nous avons eu à faire face. Écoutez, c'est quand même extraordinaire. De 1956 à aujourd'hui, la population marocaine a été multipliée par 3. Okay. Imaginez que l'Europe, qui compte aujourd'hui, je ne sais pas, 350 millions d'habitants, quelque chose comme ça, eux, c'est le même stock de population. Imaginez que pendant le même laps de temps, il soit passé de 350 millions à 1 milliard d'habitants. Vous croyez que ça se serait fait comme ça, dans la douceur et la bonne humeur? Certainement. Évidemment que non. Or, le Maroc, 60 ans après ou 65 ans après, tout le monde est logé à peu près correctement, tout le monde est soigné à peu près correctement, tout le monde est nourri, tout le monde est habillé, tout le monde est éduqué, peut-être pas comme tout le monde le souhaiterait, tout le monde est soigné à peu près correctement. Et tout ça, ça s'est fait dans la maîtrise du pays, des fondamentaux, des institutions. Nous avons un régime dont personne n'a jamais contesté la légitimité. Alors évidemment, il y a eu quelques accidents d'histoire, c'est normal. Quand on pense à toutes ces tensions, le Maroc, il nourrissait 12 millions d'habitants en 1956, il en nourrit aujourd'hui 35 millions, sans compter toutes les exportations agricoles. Alors, attendez, c'est dans un pays qui est semi-aride. Mais tout ça, c'est formidable. C'est formidable. Hein, ce sont des défis énormes que notre peuple, notre nation a su relever. Et moi, j'ai absolument aucun doute sur ses capacités à relever les défis qui nous attendent. Donc vous êtes optimiste pour l'avenir? La seule chose qu'il faut impérativement faire, c'est mieux nous percevoir.
Parce que plus nous serons convaincus de ce que nous sommes, moins nous serons tentés par les aventures, moins nous serons tentés par les déviances, et plus nous serons unis dans l'action pour construire et régler tous ces problèmes qui sont des problèmes sérieux. Ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses limite préoccupantes. Donc voilà. C'est un euphémisme. Pour certaines, c'est un peu plus grave. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, c'est un pays, comme je disais tout à l'heure, désespérément normal. Voilà. Mais avec beaucoup de talent. Voilà. Si je dois conclure, je dirais que le point essentiel qui se répète à chaque fois, oui, c'est avoir une meilleure perception de soi. Ah oui, complètement. En fin de compte, on en revient à ce que disait Socrate. Connais-toi toi-même. Absolument. Il y a aussi une chose qui est c'est peut-être aussi ça la clé de cette problématique, c'est que souvent on a l'impression que les Marocains ne s'aiment pas. Il y a beaucoup Ils sont très critiques envers nous. Enfin. Il y a beaucoup c'est pas de la critique, c'est de l'autodénigrement. Et ça, c'est peut-être l'une des clés du problème. Il faudrait que l'on soit un peu plus fiers de nous-mêmes. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, bien au contraire. Bien au contraire. On ne peut être que fier de nous-mêmes. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire, et je vous remercie de m'avoir. Je vous remercie de m'avoir invité à. Ismaël, avec plaisir. Ça a été un vrai plaisir. Ça a été très instructif. Merci. Et j'espère bien que nos spectateurs, nos auditeurs vont bien retenir tous les volets que nous avons soulevés, tous les graves problèmes auxquels on doit trouver une solution. Absolument, surtout que ce sont des gisements de croissance, ces fameux points de croissance que nous sommes en train de chercher partout. De croissance et d'emploi. Ils sont là. Bah oui, mais la croissance et de l'emploi. Ils sont là, ils sont devant nous. Il ne faut qu'en prendre conscience et s'organiser pour les exploiter, tout simplement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.